Il est 20h en Dokwe, c'est en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information en ce 1er février 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, quelques jours après le drame du 27 janvier dernier survenu à la falaise de Tchon qui affiche un bilan de 55 morts et 28 blessés à ce jour, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalebi s'est rendu hier dans la région de l'Ouest Cameroun. Au cours de ce périple de 2 jours, il a tenu des séances de travail avec le gouverneur de la région de l'Ouest et les acteurs du secteur des transports de cette région. Nous reviendrons sur les résolutions prises au cours de ces rendez-vous dans ce 20h. On est désormais fixé au Niger sur la date de la tenue du 2e tour de l'élection présidentielle. La compétition se jouera entre Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur, vainqueur au premier tour avec 39,33% des suffrages valablement exprimés contre 16,99% pour l'ex-président Ousmane, arrivé à la seconde place. CHAN 2020, le Cameroun est en demi-finale. Le pays hôte s'est qualifié pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations grâce à une victoire de 2-1 sur la République démocratique du Congo à Douala. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce journal. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Emploi depuis de nombreuses années, il y a des concurrents farouches. La trésorerie de la cotonnière industrielle du Cameroun broie du noir et l'apparition de la pandémie du nouveau coronavirus n'a pas facilité les choses pour cette entreprise. Entre vétusté des machines, arrêt temporaire d'activité dans son usine de production de Garoua, la cotonnière industrielle du Cameroun est en passe de faire faillite. Carole Nekwa. Par la pandémie au nouveau coronavirus, la cotonnière industrielle du Cameroun a perdu au cours de l'année 2020 un montant cumulé de près de 3,5 milliards de francs CFA. Une perte qui a été d'une part accrue à cause des perturbations dans la production du pain du 8 mars, date qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet événement permet à cette entreprise publique de réaliser chaque année une part importante de son chiffre d'affaires. Et d'autre part, le vieillissement et l'obsolescence des équipements de production dont certains n'ont jamais été remplacés depuis la création de cette entreprise. De plus, l'entreprise cumule une ardoise de 21 milliards de francs CFA de dette et un déficit net de trésorerie de plus de 3 milliards de francs CFA. Ces soucis financiers ont engendré l'incapacité de l'entreprise à honorer ses engagements auprès des principaux fournisseurs que sont Eneo, la Société de développement du coton, la Caisse nationale de prévoyance sociale, Gaz du Cameroun et bien d'autres. La seule industrie du textile actuellement en activité en Afrique centrale connaît de sérieuses difficultés. Suite à des impayés de 1,3 milliard de francs CFA à la Société de développement du coton, celle-ci a dû suspendre les livraisons de la matière première à l'entreprise publique, ce qui a favorisé la fermeture temporaire de l'usine de production de la cotonnière industrielle du Cameroun à Garoua. En une trentaine d'années, les parts de cette entreprise sur le marché local ont connu une baisse drastique en passant de 85% en 1985 à 5% en 2016. Comment la cotonnière industrielle du Cameroun compte-t-elle relever la pente quand on sait que dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030, le gouvernement camerounais a fixé 4 objectifs à la SICAM. Il s'agit d'augmenter la production cotonnière nationale au seuil de 600 000 tonnes par an à l'horizon 2025, intégrer la transformation industrielle de la fibre locale pour atteindre un taux minimum de 50% à l'horizon 2030, développer une industrie de fabrication et de confection des tenues, notamment de sport, maillots, survêtements, baskets, capable de satisfaire au moins 50% de la demande nationale et fournir les grands corps de l'État, militaires, policiers et civils en tenues et équipements. Pour remédier à cette situation et permettre à la SICAM de retrouver ses lettres de noblesse d'antan, l'entreprise publique devrait songer à une bonne restructuration. Il convient de rappeler par ailleurs que la cotonnière industrielle du Cameroun est née en 1965 de la coopération entre l'État du Cameroun, la Banque allemande de développement et le groupe français du textile. Et en 2008, elle devient la propriété de l'État du Cameroun.
Nous le disions en titre, quelques jours après le drame du 27 janvier dernier survenu à la falaise de Tchon, qui affiche un bilan de 55 morts et 28 blessés à ce jour, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé, s'y est rendu hier. Il était notamment du côté de la région de l'Ouest. Au cours de ce périple de 2 jours, il a tenu des séances de travail avec le gouverneur de la région de l'Ouest et les acteurs du secteur des transports. Carole Liliane Foguen était de la partie, son reportage. L'installation de 2 radars semi-portatifs de dernière génération est opérationnelle de jour comme de nuit sur le corridor Yaoundé-Bafoussam. C'est l'une des résolutions prises par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé, au sortir de la séance de travail avec le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkwa Augustine. Quelques jours après le drame survenu sur l'Arse Tchon-Dola, le 27 janvier 2021, au lieu du falaise de Tchon, impliquant un camion transportant du liquide inflammable sans autorisation et un bus de la compagnie de transport interurbain Ménois Voyage, faisant un bilan de 53 morts et 29 blessés. Le chef du département ministériel des transports camerounais s'est rendu dans la région de l'Ouest Cameroun dimanche 31 janvier 2021 sur instruction du chef de l'État camerounais Paul Biya pour dire la compassion du gouvernement aux familles des victimes et aux rescapés de ce malheureux accident. Pendant 2 jours, M. Masséna Ngalé-Bibéhé s'est entretenu avec les différents acteurs du secteur des transports de cette localité. Occasion de plus d'apprécier et d'évaluer les mots qui gangrènent ce corps de métier. Il s'agit notamment des voyages de nuit et le transport clandestin des produits pétroliers. Important pour nous d'apprécier pour une énième fois 2 problèmes préoccupants. L'un qui concerne les voyages de nuit, pour lequel nous sommes également venus ici pour voir avec les autorités administratives dans quelle mesure le réguler. Et le deuxième impact qui nous concerne ici, c'est le transport clandestin des produits dangereux. Au cours des séances de travail, il a également attiré l'attention des uns et des autres sur leurs responsabilités respectives afin d'éviter de transformer les routes en de véritables mouroirs. Un avis que partagent de nombreux responsables présents à cette rencontre. De Maba, vous faire l'accident à Sancho. Étant escortés par ceux-là qui sont censés mettre fin à ça. Nous sommes tous confrontés, nous sommes tous en lui. Ça peut être même nos enfants, nos mamans, ou nos épouses, ou nous-mêmes. Chacun de nous, les responsabilités sont départagées. Chaque Camerounais devait prendre cette note en main. C'est passé devant des personnes. Ceux-là ont vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Dénoncer. Et puis si personne ne fait rien, vous aurez assumé votre devoir citoyen qui était de dénoncer. Néanmoins, les transporteurs ont compris les souhaits du ministre des Transports et ont promis de mettre en pratique ces recommandations. Ceux qui voyagent dans la paix et dans la tranquillité. Nous vous promettons que par la grâce de Dieu, nous allons nous battre pour que les choses aillent pour le mieux. Je vous remercie, Excellence. Hier, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé a relevé plusieurs manquements et insuffisances après l'examen des rapports des audits techniques et administratifs récemment réalisés dans les terminaux de certaines compagnies de transport routier interurbain de personnes. Il s'agit entre autres d'une mauvaise qualité managériale généralisée des compagnies ponctuée par une organisation et une gestion sommaire et archaïque, l'emploi des chauffeurs sans contrat ni affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale et avec une faible rémunération, l'absence d'organisation des séances de recyclage des chauffeurs, la surcharge via l'augmentation du nombre de sièges dans les véhicules par les chauffeurs sur des accords préalablement définis par les responsables de la compagnie. Au regard de toutes ces problématiques, le ministre a donc pris des mesures immédiates pour stopper l'hémorragie sur l'axe routier, à savoir la mise en place d'une brigade de contrôle mixte pour lutter contre le transport clandestin et veiller au respect des règles en matière de circulation routière. Aussi de mettre un accent particulier sur le déploiement de la dite brigade, surtout lors des contrôles de nuit. Selon le ministre, 2 tiers des 10 accidents se sont produits dans la région de l'Ouest ou sur les axes routiers en provenance ou en direction de l'Ouest Cameroun. Ces mêmes 2 tiers d'accidents se sont tous produits entre minuit 30 et 3 heures du matin. Reste plus qu'à espérer que cette rencontre tienne la promesse des fleurs. Parce que, comme le dit si bien l'adage, la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Vous ne semblez pas si bien le dire, Liliane Foguen, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons véritablement.
En moins 3 personnes sont mortes et 6 autres ont été blessées dans l'attaque d'un hôtel hier dimanche à Mogadiscio, en Somalie. Une attaque revendiquée par le groupe islamique des Shebab. Lydiane Foguen, une fois de plus. La Somalie est sous le choc après l'attaque des terroristes. Des islamistes radicaux Shebab ont attaqué dans la soirée du dimanche 31 janvier un hôtel du centre de Mogadiscio, en Somalie, faisant au moins 3 morts et 6 blessés. Dimanche, dans l'après-midi, une voiture piégée a explosé devant l'hôtel Afrique, situé près de l'aéroport, puis des hommes armés ont investi l'immeuble, échangeant des coups de feu avec les personnels de sécurité. Selon Mohamed Dahi, responsable de l'Agence nationale de sécurité, la mort de 3 personnes, dont 2 civils et un agent de sécurité est confirmé. 6 civils étaient également blessés, mais le bilan pourrait être plus élevé. Il a ajouté qu'il y avait 3 terroristes retranchés dans une pièce à l'étage inférieur du bâtiment principal. Malheureusement, des civils étaient coincés à l'intérieur, même si beaucoup d'entre eux, dont des hauts responsables militaires, ont été secourus et extraits du bâtiment. Dimanche soir, l'hôtel était encerclé par les forces armées somaliennes et toute la zone l'entourant était bouclée, selon un constat du journaliste de l'AFP. Des témoins, à l'instar d'Ousmane Sada, ont confirmé qu'une importante explosion a eu lieu en fin d'après-midi, suivie de fumée après qu'une voiture roulant à grande vitesse ait percuté l'entrée de l'hôtel. L'hôtel Afrique, situé près de km 4, un carrefour très fréquenté du centre de Mogadiscio, est utilisé notamment par des officiers somaliens, des membres des forces de sécurité et des leaders communautaires. Il faut rappeler que la Somalie a plongé dans le chaos depuis la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivi d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Shebab. Ces derniers ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'Union africaine qui soutiennent le gouvernement somalien. Les Shebab contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. La Somalie devait tenir des élections présidentielles et législatives avant le 8 février prochain, mais ce processus est englouti dans des désaccords entre le gouvernement fédéral de Mogadiscio, soutenu par la communauté internationale, et les États régionaux somaliens. On est désormais fixé au Niger sur la date de la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle. La compétition se jouera finalement entre Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur, vainqueur au premier tour avec 39,33% des suffrages valablement exprimés, contre 16,99% pour l'ex-président Ousmane arrivé second à cette élection. Les 2 candidats devront donc mettre de leur côté le plus de candidats malheureux au premier tour pour espérer coopter leurs partisans. Début octobre est la date à laquelle le nouveau prix Nobel de la paix sera connu. Les candidatures pour le prix sont déposées pour être examinées au plus tard, le 31 janvier. Pour cette année, le député norvégien Peter Ide a posé la candidature du mouvement Black Lives Matter, ravivé tout récemment aux États-Unis. Les détails dans cet élément de Blanchard. Thierry Sob. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé le second tour de l'élection présidentielle pour le 21 février prochain. Ainsi, ce jour, l'ancien président Mahamadou Ousmane, arrivé second au premier tour du scrutin, et Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir en place, s'affronteront donc dans les urnes. La Cour, en prenant cette décision, rejette ainsi la requête d'annulation partielle ou totale du premier tour réclamée par des candidats de l'opposition. À l'issue du premier tour, M. Bazoum était crédité de 39,33% des suffrages contre 16,99% pour l'ex-président Ousmane. Mohamed Bazoum et Ousmane doivent donc, pour le second tour, engager des négociations avec les 28 autres candidats malheureux, mais elles s'annoncent compliquées dans ce pays où les alliances se font et se défont très vite. Aux États-Unis, le mouvement contre les inégalités raciales Black Lives Matter a été proposé pour le prix Nobel de la paix 2021 par Peter Ide, un parlementaire norvégien. Pour ce député, cette candidature était une évidence. Il considère que le mouvement est devenu l'un des plus puissants au monde de la lutte contre l'injustice. Compris, selon la traduction, comme les Vinois comptent, ce mouvement créé en 2013 a été ravivé l'an dernier par la mort de l'Afro-Américain George Floyd, un Américain qui avait été tué devant les caméras des téléphones des témoins par un officier de police blanc suite à une arrestation musclée. Depuis cet instant, le mouvement Black Lives Matter s'est étendu au monde entier et a interpellé de nombreuses institutions internationales en réclamant du changement et une meilleure représentation.
Ce sont les parlementaires, les ministres de tous les pays, des anciens lauréats ou encore certains professeurs d'université qui sont habilités à soumettre une candidature au prix Nobel de la paix avant la date limite du 31 janvier. Les candidatures sont généralement retenues secrètes à moins que leurs promoteurs ne choisissent de dévoiler leur choix, comme c'est le cas avec Peter Eddy. L'an dernier, le prestigieux prix avait été accordé au Programme alimentaire mondial. C'est en octobre prochain que nous saurons le vainqueur de cette année. Suspendu en novembre 2020 pour 5 ans après que l'instance dirigeante du football mondial ait constaté qu'il avait enfreint plusieurs de ses codes éthiques, le malgache Ahmad Ahmad a été rétabli dans ses fonctions de président de la Confédération africaine de football suite à une décision du tribunal arbitral de sport. Carole Noukwa nous en dit plus. Tel un phénix, le dirigeant malgache regagne son poste. Suspendu par la FIFA en novembre 2020 pour 5 ans, Ahmad Ahmad reprend son poste de président de la Confédération africaine de football après avoir été mis à l'écart de toute activité sportive pendant près de 2 mois et demi. Après avoir reçu un premier avis favorable vendredi 29 janvier 2021, la CAF a officialisé cette décision du TAS qui laissait entendre que non seulement Ahmad Ahmad peut mener campagne pour les prochaines élections à la présidence de la CAF, mais en plus, la suspension des sanctions entraîne de fait son retour au poste de président de l'instance fêtière du football africain. En insistant sur le caractère suspensif de la décision de la juridiction basée à Lausanne en Suisse, la CAF a établi que Ahmad Ahmad pouvait reprendre ses fonctions. Selon le communiqué qui a été rendu public le 29 janvier dernier, l'homme politique malgache a saisi la commission de gouvernance de la CAF ce lundi 1er février 2021 à propos de sa candidature aux élections du 12 mars prochain pour la présidence de la CAF. Des élections auxquelles l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya sont également en lice. Ahmad Ahmad, rétabli dans sa fonction de président, pourra peut-être prendre part à ces élections. Le TAS devra examiner son cas le 2 mars et se prononcer avant le 12 mars 2021. Il convient de rappeler que Ahmad avait été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA qui lui avait infligé au passage une amende de 185 000 €. Il avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. Il avait été déclaré coupable d'avoir enfreint les articles 15, 20 et 25 de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28 de son édition de 2018. Plus grave, l'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 avait porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Des accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Dans sa décision qui a fait suite à une longue audition, la Chambre de jugement de commission d'éthique a établi, sur la base des informations recueillies par la Chambre d'instruction, que M. Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. À l'été 2019, Ahmad avait demandé de l'aide à la FIFA pour superviser son organisation fragilisée par plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance. La numéro 2 de la FIFA, Fatma Samora, avait notamment effectué un mandat de 6 mois, mais celui-ci, qui visait à accélérer le processus de réforme au sein de l'instance, n'avait pas été renouvelé en début février 2020. Par ailleurs, licencié en avril 2019, le secrétaire général de la CAF, Ami Fatmi, décédé, avait envoyé une lettre à la FIFA dans laquelle il accusait Ahmad Ahmad de corruption, paiement de pots de vin à plusieurs dirigeants, usage personnel des fonds de la CAF et de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés de la Confédération. Restons toujours en sport pour parler du CHAN 2020. Le Cameroun est en demi-finale. Le pays hôte s'est qualifié pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations grâce à une victoire de 2-1 sur la République démocratique du Congo. C'était à Douala samedi dernier. Retour sur ce duel de fauve entre Léopard et Lyon. C'était du côté du stade de Japoma avec Savior Ngassa. Cameroun, République démocratique du Congo. Une affiche qui met en opposition 2 pays passionnés de football. Après un début de partie équilibré, les hommes de Florent Ibenge prennent les devants grâce à une tête de Maccabi Lelepo
qui bénéficie d'une remise de Kabangou sur corner. 1-0 à la 21e minute. Les supporters des Léopards exultent. Les Lions indomptables A' grâce à Yannick Dieng remettent les pendules à l'heure à la 28e minute de jeu, profitant d'une grosse bourde du gardien congolais Leima Tampi. Le portier de Saint-Éloi Opopo retrouvait sa place de titulaire à l'occasion de cette rencontre. Après ce but égalisateur, les hommes de Martin Tongupile ont le vent en poupe et veulent faire plaisir aux 11 900 spectateurs qui ont effectué le déplacement au stade du complexe sportif de Japoma. À l'image de Félix Okin, scruté actuellement par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, gratte un ballon dans les pieds de Moubéré et décroche une frappe de 25 mètres, déviée par Ilumba qui fait mouche. 2-1 pour le Cameroun. Nous sommes à la 41e minute de jeu et c'est sur ce score que les deux équipes vont à la pause. À la reprise, les Congolais dos au mur poussent mais sans succès. Score final 2-1. Les Léopards ne disputeront pas une troisième finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Quant aux Camerounais, ils joueront leur première demi-finale depuis la création de cette compétition. Le Cameroun réussira-t-il à atteindre la finale? Rendez-vous mercredi prochain au stade Omnisport de Limbé. Soulignons que ce sont les spectateurs et les fans des Lions indomptables du Cameroun qui attendent de pied ferme cette équipe du Maroc. C'est mercredi prochain, vous l'avez souligné, Savior Ngassa du côté de Limbé, une équipe marocaine très en jambes. Espérons simplement en même temps que les fruits d'une belle rencontre produiront effectivement les fleurs escomptées. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté. Nous disons également bonsoir à toute la communauté de sourds et malentendants qui suit avec beaucoup d'intérêt cette session d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous vous disons bonsoir et rendez-vous demain, 20h.